Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver, comme à chaque fois, en direct de la station régionale de Béchar, pendant 1h30 dans votre émission Bonjour d'Algérie sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Je retrouve mon premier invité juste après ce jingle. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui l'invité de cette matinale, Monsieur Toufik Raïs, gérant de l'hôtel Burj Tarit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, merci d'avoir répondu justement à notre invitation. Plaisir. Tarit fait la destination en cette fin d'année, un flux important de touristes qui a commencé à venir depuis quand même une semaine ou deux. Oui, Alors, effectivement. comment que ça se passe? Donnez-nous un petit aperçu sur la ville. Tarit reçoit beaucoup de monde depuis quelques années pour pour les vacances d'hiver, vacances hivernales. Et c'est vrai qu'on voit un engouement pour Tarit qui s'est fait grâce aux réseaux sociaux qui ont beaucoup publié sur la destination Tarit. Et avec ça, nous voyons qu'il y a énormément de demandes. Nous recevons, nous sommes complets depuis un moment et tous les hôtels sont complets depuis quand même quelques temps. Oui. Mais continuons à recevoir beaucoup d'appels dans le sens où les gens veulent venir à Tarit. Et beaucoup sont surpris d'ailleurs que tout soit déjà complet. Donc les gens s'y prennent à l'avance, hein, ils assurent 2-3 mois parfois. Oui, jusqu'à... Surtout ceux qui ont déjà eu l'habitude de venir en retard et qui ont été justement Ils savent très refoulés, bien ils savent que voilà. Tout à fait, que les disponibilités sont réduites et quelque part c'est aussi compréhensible parce que Tarit, j'ai envie de vous dire, c'est une destination qui est assez petite. Donc le fait de ne pas avoir, c'est une petite ville, on ne peut pas imaginer Tarit avoir 2 fois, 3 fois sa population. Tout à fait. Nous sommes après entre un peu moins de 10 000 habitants dans les 6 villages de Tarit, Oui. de Zaouia à Zaouia. Et avoir un flux aussi important, c'est pas évident pour que la ville puisse absorber. Absolument, c'est l'équivalent de 2-3 mois de tourisme qui viennent à la fois en fin d'année, en ces vacances hivernales, destination favorite des familles, des étudiants, des touristes nationaux et internationaux aussi. Effectivement. Et maintenant, ce qui serait aussi une chose à prendre en considération, c'est éventuellement de me maintenir un certain nombre qui pourrait venir et limiter les entrées pour Tarit dans le sens de la préservation de Tarit et développer d'autres endroits. Le pays est immense, nous avons des endroits exceptionnels. Il suffit de vous balader, la nature est juste formidable et belle. Absolument. Donc on peut développer des zones d'activité touristique qui seraient plus importantes, qui seraient en mesure Justement, la région de Béchar est riche d'endroits. Alors, il n'y a pas uniquement Tarit comme destination, même si elle fait le numéro 1 des touristes. Ils peuvent profiter justement de faire un petit circuit allant jusqu'à Beni Abbas, faisant aussi l'Exor du Nord, Kenadza, pourquoi pas Béchar aussi. Tout à fait. Il y a pas mal de choses à découvrir. Absolument. Et Absolument. voilà, donc à la limite, se retrouver la soirée du réveillon qui fait vraiment le bonheur des jeunes. Mis à part ça, on peut quand même profiter de la nature. Déjà, la notion du réveillon dans le Sahara, des fois, peut être un petit peu antinomique. Hein. Beaucoup de personnes partent dans le sud pour justement aller vers l'apaisement et le calme, et non pas pour des festivités bruyantes. Mais c'est pas quelque chose de grandiose quand même quand on parle de réveillon à Tarit, c'est plus le méchoui, les haïmas, les balades, c'est vraiment quelque chose de serein, de tranquille, c'est pas forcément la grande fête. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un flux qui apporte à Tarit beaucoup de nuisances sonores. Je ferai allusion au quad et au buggy, aux motos, d'activités. Je suis motard, je suis quadeur, mais il y a quand même une des règles à respecter, qui sont celles de la préservation de l'environnement de l'autre, du respect de ceux qui sont là, qui sont sur place et qui habitent dans Tarit et ses alentours pour éviter toutes ces nuisances. Donc, on a un besoin quand même d'organisation pour segmenter les choses. Chaque chose a sa place. Absolument. On n'a pas besoin d'être agglutiné sur la grande dune qui est quand même préférable. Ce serait préférable de la laisser
pour les gens qui seraient à pied. En contrebas, vous avez les dromadaires, vous pouvez faire des balades, des petites mi-arrêts, des petits tours en dromadaire, et puis laisser la grande dune aux piétons, ceux qui veulent apprécier le coucher de soleil sans être dérangés par un véhicule. Donc dans ce sens-là, on peut mieux organiser les choses. L'engouement est réel, mais on a vraiment besoin de nous assurer que la pérennité de l'enchanteresse, qui est sa réputation, la perle du désert. Oui. L'enchanteresse reste toujours l'enchanteresse. Absolument. On ne peut pas aller vers des déceptions liées on pourrait dire, trop de monde ou les nuisances sonores liées à des véhicules qui devraient être plutôt vers Justement, l'extérieur. il faut respecter aussi l'aspect calme de la ville et de ses habitants, Sa réputation. qui sont des gens vraiment très sereins, très Absolument, accueillants, c'est la réputation. avec un accueil chaleureux pour les étrangers. Oui. Mais ils ont leur petit mode de vie tranquille qu'il faut respecter, justement. Absolument, absolument. Il y a aussi le côté environnemental qu'il faut préserver, parce qu'on voit souvent après les départs des touristes, le Croissant Rouge, quelques associations qui s'impliquent pour justement le nettoyage le lendemain des soirées, parce qu'il faut aussi préserver les palmeraies des incendies, parce qu'il y a pas mal de gens qui font, comme il fait très froid, c'est un froid de canard le soir, donc il y a des gens qui font des feux, il y en a qui font des barbecues, et il faut vraiment faire attention justement à ce que le feu n'enflamme pas la palmeraie. Absolument. Il y a une nécessité de préserver l'environnement. Et en parlant de la palmeraie, malheureusement, depuis 2008, subit les crues. Donc, c'est des crues qui sont exceptionnelles. Depuis 2008, nous avons eu en 2008, après, nous avons eu en 2012, 2014, 2024. Nous avons perdu, on peut dire, à ce niveau, depuis 18 ans, pratiquement 18 ans, nous avons perdu 80% de la palmeraie. 80%. Wow. Donc, il y a une nécessité de la préserver, et pour la préserver, il faudrait faire un travail d'engineering en amont de Oued Zousfana qui traverse la Tahrit et tous les villages de Tahrit, qui va passer par Igli, Beni Abbas, Oued Zousfana, c'est le voie l'important qui traverse. Tout à fait. Donc, il y a, et ça c'est un travail qu'il faut faire en amont, la possibilité de sortir l'Oued de son lit quand il passe au-delà d'un certain niveau. C'est-à-dire, on peut toujours permettre à l'Oued de continuer à descendre vers Tahrit, mais quand on est face à des flux aussi importants d'eau, donc ces crues qui sont dévastatrices, il serait nécessaire de voir comment en amont nous pouvons faire sortir la majorité de cette eau qui est destructrice. Nos ancêtres, ils ont trouvé la solution des digues. À tous les niveaux, il y avait quelque part un endroit une digue, c'est une retenue. Sortir l'Oued de son lit, c'est autre chose. C'est plus un bras pour le sortir. Quand même le flux. Ça va le ralentir, mais ça ne va pas forcément empêcher la quantité. Au bout du moment où la digue se remplit, la quantité va continuer, quoi. Absolument. Donc, on a vraiment besoin, et c'est une urgence, honnêtement, c'est une urgence pour préserver la palmeraie, de faire en sorte qu'on ne subisse plus les crues à ce degré. Des crues moins importantes ramèneraient de la terre qui permettrait la renaissance de la palmeraie. Nous avons perdu l'absolue majorité de la palmeraie de Tahrit, et ça, c'est désolant. Il faudrait penser justement à réimplanter d'autres palmiers et redonner vie à cette palmeraie. On va s'arrêter, Monsieur Raïs, un petit moment. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir ce VTA réalisé par notre collègue Karim Houalia, interprété par Jawida Baba Ahmed. Nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. En cette période hivernale, la ville de Tahrit s'impose comme une destination touristique de premier plan. Attirant un flux remarquable de visiteurs, aussi bien étrangers que locaux, connus pour la beauté saisissante de ses paysages, Tahrit offre un décor naturel exceptionnel où les étendues désertiques se parent d'une atmosphère douce et apaisante, particulièrement appréciée en hiver. تغيد حاجة شابة بزاف فيها كل شيء كاين لي دون كاين بوفي فاغ
les sorties comme kayak, il y a les quads. Première fois à Territ, dans le désert, et franchement c'est un truc incroyable à faire. On l'a fait avec l'atelier du voyage et c'était vraiment magnifique. Franchement, les organisateurs au top, l'accompagnatrice au top, on a super bien mangé. On a fait des activités le soir dans les dunes avec un magnifique coucher de soleil. Les dunes de sable, les activités. Là, le mec là, franchement, on mange bien. Les Sahraouis sont accueillants. Venez. Les dunes dorées, les palmeraies verdoyantes et les reliefs majestueux composent un tableau naturel qui séduit les amoureux de la nature et de la photographie. Cette richesse paysagère est harmonieusement accompagnée par une infrastructure touristique en plein essor. Avec des hôtels confortables, des maisons d'hôtes traditionnelles et des structures d'accueil qui allient authenticité, hospitalité et services de qualité. Territ, c'est le beau paysage. Elle est époustouflante. Territ, c'est l'Erksour. C'est plus de 18 km d'oasis. Territ, c'est l'histoire. Territ, ce sont les petites ruelles où se trouve l'authenticité et la beauté naturelle. C'est un berceau de civilisation. Le tourisme hivernal à Territ se distingue également par la diversité des activités proposées. Balades à dos de chameaux, excursions dans le désert, randonnées, soirées culturelles et découvertes du patrimoine local, permettant aux visiteurs de vivre une expérience unique, mêlant détente, aventure et immersion culturelle. Ainsi, en hiver, Territ ne se contente pas d'accueillir des touristes. Elle leur offre un véritable voyage au cœur de paysages enchanteurs, d'un art de vivre chaleureux et d'un tourisme durable qui met en valeur les richesses naturelles et culturelles de la région. Rebonjour, chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Voilà, c'était un magnifique paysage que vous avez découvert avec nous en direct de Territ. Ça a toujours fait ma destination favorite depuis toujours. Alors, après ces images qu'on a vues ensemble, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport déjà à les infrastructures d'accueil? On en a parlé, c'est nettement mieux qu'avant parce qu'il y a quelques années quand même, on avait un nombre limité. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs hôtels, il y a les maisons d'hôtes, il y a pas mal de structures. Oui. Et puis aussi, il y a un autre volet qui est très important, c'est la restauration. Oui, la restauration est une expérience qu'on doit vivre. Territ, vous allez vivre l'expérience des paysages, les expériences de ce mélange entre les plateaux, les dunes, la palmeraie, et après l'expérience culinaire doit être aussi prise en considération. La spécialité maintenant qu'on va retrouver, c'est le merdoum qui est très prisé. Oui. Et après, il y a d'autres expériences culinaires à vivre. Donc, il y a de notre côté, par exemple, au Borj, nous souhaitons vraiment faire vivre et partager avec nos hôtes une expérience culinaire quand ils viennent nous rendre visite. Oui, alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est le plus demandé? De notre côté, nous avons une proposition dans la région. Nous n'avons pas vraiment énormément de choix en termes, j'ai envie de dire, culinaires. Nous allons travailler plus les épices locales avec une cuisine nationale. Donc on va mélanger la cuisine nationale. Ah d'accord, donc vous faites un peu de tout pour satisfaire les goûts, mais sinon, il y a forcément des gens qui viennent pour goûter le harira, le couscous, bien sûr, le couscous, il y a pas mal de spécialités. Voilà, même si on est dans la région du Méchoui, mais on fait le merdoum est demandé, le couscous de la région est très apprécié. Le harira, différentes versions. Le mkhalla. Et après, on va élaborer sur d'autres propositions qui seront
pour rester dans une expérience aussi nationale. Ah oui. Vu que nous recevons beaucoup de personnes aussi qui viennent de l'étranger, qui ont aussi besoin de découvrir nos plats, Oui. certains plats régionaux et Algériens, d'autres oui. nationaux. Bien sûr, absolument. Ah ben, côté restauration, il n'y a pas forcément beaucoup de restaurants, mais il y a des propositions, il y a des gens qui s'engagent, des associations, des groupes de jeunes qui s'engagent justement dans tout ce qui est en plein air. En plein air, oui, Voilà. il y a pas mal de khaymats qui se sont installés, et même si les préférences, je dirais, pour beaucoup de clients seraient d'être vraiment à l'extérieur. Oui, on a vu des gens déjà vivre, préparer du thé en plein dune, exactement, en plein exactement. Palmeraie. Il y a des gens qui vont à Carrouche, à proximité de l'eau, donc ça fait leur bonheur en pratiquant un kayak. Ouais. Il y a pas mal d'activités quand même, il y a pas Oui, mal, surtout pour les jeunes. Hein. Il y a pas mal d'activités. Après, c'est surtout un endroit où vient se ressourcer. Donc, une des meilleures activités pour Tahrit, c'est aussi d'aller là-bas pour faire un petit peu le calme, une bonne randonnée, Oui. faire un petit peu le vide, je dirais pas le calme, Vidange. le vide et exactement se délester de toutes ce qu'on charge. Le stress de tout à l'année, fait. surtout Tout à fait, oui. que c'est un endroit calme. Tout à fait. C'est un petit peu, Paysage c'est ce magnifique. qu'inspire Tahrit. Tahrit inspire. Alors, entre destinations touristiques, culturelles, artistiques, sportives, parce que derrière moi aussi, il y a eu le sport traditionnel qui a fait le bonheur de ces visiteurs. Ils étaient là pour pratiquer pas mal de jeux, je vais dire, ancestraux. Oui, Des et trucs puis, que il y a nos parents et maintenant, grands-parents pratiquaient autrefois. oui, il y a même maintenant un triathlon qui se se prépare, oui, qui se pour le tient mois de chaque janvier année aussi, maintenant à Tahrit. absolument. Donc ça devient une destination aussi qui attire des athlètes et des gens qui viennent vivre l'expérience de Tahrit, parce que c'est le paysage, l'exceptionnel paysage de Tahrit qui fait qu'on crée des activités dans ce sens-là. Oui. Oui. Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont souvent envie de revenir parce que Tout à fait. ils sont pas satisfaits Tout à de fait. tout ce qu'ils ont vu, mais ils veulent encore On l'appelle pas l'enchanteresse pour rien. découvrir encore plus. Oui. Alors il y a aussi comme destination les gravures rupestres. Il y a des gens qui ont un intérêt particulier pour tout ce qui est historique et c'est l'endroit qu'il faut justement préserver. Et Absolument, absolument. Il y a plusieurs stations de gravure Ah oui. rupestre. Malheureusement, la bon, première maintenant station il y en a qu'une seule qui est vraiment accessible et qui est connue accessible par route. et qui a été justement Malheureusement, beaucoup saccagé pendant Saccagé, quelques temps. Et il y a eu un effort de nettoyage, mais il faut vraiment s'assurer qu'elle soit vraiment préservée. On a d'autres il stations. y a eu même des actes de vandalisme et de vol. Absolument, absolument. Et nous avons d'autres sites qui ont des gravures rupestres. Ceux-ci sont accessibles uniquement en 4x4. Oui. Et donc, Avec guide touristique, absolument, avec des gens ça qui doit se connaissent la faire région, avec, c'est pas évident pour tout le monde. un guide et un véhicule adapté, Adéquat, oui. adapté pour pouvoir y aller. Celles-ci sont préservées. Absolument. Parce que à partir du moment où vous avez quelqu'un de la ville, comme un des guides qui vous accompagne ou un des chauffeurs qui connaissent bien la région, qui vous accompagne sur place, on a une préservation qui est maintenue et ça c'est apprécié. Qui a été imposé par sa situation géographique, je veux dire, en premier lieu. L'isolement des préserves, l'isolement préserve Tout à fait. absolument. Et Tahrit, en général, était un endroit qu'on doit préserver. Absolument. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vrai que l'engouement fait qu'on va voir énormément de personnes affluer vers Tahrit. Il faut réaliser que Tahrit, la zone d'activité touristique fait 20 km². C'est vraiment très petit. C'est complètement différent de Tamnaras, de Djanet ou de Timimoun. Où il y a ou d'autres l'étendue destinations géographique. Et... où voilà, vous avez des étendues dans lesquelles vous pouvez aller vous isoler et vivre votre circuit sans se déranger les uns les autres. Mais Tahrit, c'est vraiment très très petit et donc il y a une nécessité de faire en sorte que cette destination soit préservée. Alors, on arrive justement au circuit. On a parlé de tout, mais pas forcément de circuit. Est-ce que les circuits sont proposés par les locaux ou alors c'est les agences touristiques qui proposent et qui prennent en charge la totalité des activités ou il y a une collaboration entre les deux? Il y a une collaboration, je pense que ça se fait déjà en amont avec que ce soit les agences qui proposent leurs destinations, donc ils vont proposer des circuits. Les opérateurs vont aussi proposer des circuits à leurs clients pour s'assurer de leur faire partager avec eux l'expérience de Tahrit. Et après, il y en a qui se font sur place. Il y a des personnes qui vont vous proposer sur place
des circuits à la demande. Quand quelqu'un va chercher, vous pouvez venir seul et trouver quelqu'un qui va vous emmener vivre l'expérience des gravures rupestres ou des dunes ou le plateau en mode découverte, quoi. Et Alors, qu'est-ce qui est le plus demandé? C'est l'ergue, le reg, l'ergue, l'alpinisme. l'ergue. Il y a pas mal d'activités aussi. Limite, quand on dit le désert, c'est à partir du moment où on rentre dans l'ergue. Donc Ben on oui. doit dire, non, C'est le désert, c'est esthétique, partout. voilà. C'est partout. Et vous Mais êtes dans le les dunes, désert. c'est le bonheur de Tout à fait. faire. D'ailleurs, quand vous arrivez sur Tarit, cette vue splendide Oui, à l'entrée à déjà. l'entrée fait que on ressent époustouflant à quelque chaque chose. fois, c'est On le ressent même quelque sentiment, chose. ouais. Et donc oui, l'ergue c'est un petit peu le grand bac à sable qui attire le petit enfant en nous, hein. On va se retrouver, on a tous envie d'aller sur les dunes et vivre ces petits moments. Le coucher de Ouais. soleil est sublime sur les dunes, même s'il est magnifique aussi quand on est sur le plateau. Et puis, il y a aussi des activités que maintenant, c'est plus juste uniquement sur Terre, mais on s'envole avec Oui, avec pas mal, Amine pas mal. qui nous fait des belles images Oui. vues du ciel. Oui, il y a un engouement, il y a un engouement pour Une forte cette. demande aussi. Il y a une demande, absolument, absolument. Donc, on le voit passer au-dessus du Borge. Ça nous fait toujours plaisir de le saluer. Alors, je vais signaler en dernier que vous n'êtes pas de la région. Comment ça se fait que vous vous êtes investi à Tarit et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu Il y a- justement Il y a pratiquement une vingtaine d'années. Ah, Il quand y a eu même. une proposition de développer un projet. Mhm. Et personnellement, c'était sur une photo. Donc j'avais à l'époque cherché Territ sur Internet, j'ai vu une ou Alors deux là, photos et ça vous a accroché du premier accroché coup. de suite. Ouais. Mhm. Et puis en tant qu'architecte, de formation, je suis architecte. Donc D'accord. cette idée de rénover m'a beaucoup séduit. Donc et l'envie de refaire renaître un endroit a été un petit peu le boost. Et puis c'est devenu une passion. Et je considère que en tant qu'opérateur hôtelier, on devrait tous, et vraiment je pèse mes mots, on devrait tous être sur de l'architecture régionale. Absolument. Nous sommes sur la route d'Iqsour. Malheureusement, l'Iqsour, c'est de l'architecture éphémère si vous ne l'habitez pas. C'est du taube. Le taube il a besoin d'une maintenance totale. Et donc, nous sommes en train de perdre l'Iqsour avec les pluies. Dans cette architecture, on doit la préserver d'une certaine manière. Qui mieux qu'un investisseur en hôtellerie qui partage avec d'autres qui viennent d'ailleurs, qui mieux que nous Donner vie justement à ces voilà, endroits pour qui sont... maintenir Absolument, l'architecture de l'époque, l'émotion de l'époque. Les murs de 50-60 cm en taube et en terre vous donnent une sérénité pour le sommeil, c'est exceptionnel, il faut le vivre. Tout Il à faut fait. le vivre. Donc ça, c'est quelque chose que j'encourage. J'encourage les futurs développements touristiques d'aller plus dans ce sens-là, dans une architecture traditionnelle locale. On peut être dans rentrer de l'engineering pour les structures, mais esthétiquement et sur certaines normes, nous devons rester sur l'architecture des ancêtres. Entièrement d'accord avec vous. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, ben écoutez, moi personnellement, je suis pour le développement de cette région avec une particularité qui serait de la préservation. J'aimerais voir une réelle étude faite pour le Territ de demain, le Territ dans 50 ans, dans 100 ans. Et j'appellerai au concours de l'université de Béchar pour travailler avec eux, qui est multidisciplinaire. Nous avons des 15 000 étudiants à peu près à Béchar, plusieurs Différentes disciplines. formations. Ça serait vraiment quelque chose de superbe de travailler avec l'université de Béchar pour avoir un cahier des charges sur une vision à long terme de Territ, que ce soit en sociologie, que ce soit en architecture, en agronomie, pour préserver la palmeraie, les ingénieurs, on a parlé des crues, la gestion des déchets plastiques, l'environnement. Donc, je pense... Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, mais l'espoir, personnellement, j'aimerais qu'il soit tissé avec les universitaires de Béchar. Et Inch'Allah, on pourrait travailler avec eux pour qu'ils nous donnent ensemble, on pourrait proposer un cahier des charges pour Territ de demain et dans 50, 100 ans.
Inch'Allah, je vous remercie Inch'Allah. infiniment Merci pour à vous votre pour présence l'invitation. et pour la richesse de ce débat, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec Nora Gnewa et cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Ne zappez pas. يا رسول الله سيدي وطالب دي في الله سيدي ولا اله الا الله سيدي وهذا عار الله سيدي ايوبا يوبني ايوبا يوبني ايوبا يوبني ايوبا يوبني ايوبا يوبني ايوبا يوبني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
très belle chanson Gnawi de la part de Nora Gnawi, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar ce 25 décembre 2025. Nous continuons à vous accompagner jusqu'à 9h30 et nous arrivons à notre deuxième plateau. Nous recevrons notre prochain invité juste après ce jingle. Alors, en environnement, pour parler de l'importance de l'environnement dans le soutien au tourisme et au développement durable, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Abdelhak Berkani, président de l'association Printemps de l'environnement. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Ah ben, le plaisir est partagé. Justement, nous allons parler du rôle de votre association dans le développement, préservation de l'environnement. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit aperçu sur les activités et surtout les nouveaux programmes et nouveaux projets de l'association. Oui, bien sûr. Tout d'abord, déjà, il y a des projets qui sont déjà réalisés, qui sont en cours. Et on a d'autres à la soumission dans le cadre officiel en tant qu'association spécialisée en environnement. Nous avons déjà le projet de complexe de l'environnement, qui est un espace pour l'inspiration de l'environnement et de moyens pratiques pour la sensibilisation de toutes les catégories, soit pour les enfants, aussi pour les jeunes aussi. C'est un espace qui a à offrir pas mal des ateliers qui traitent le sujet de l'environnement pour la question de la sensibilisation d'une façon pratique, c'est-à-dire qui pourrait déjà une fiche technique qui se composait des ateliers, de forme des ateliers, toucher par exemple la création d'une pépinière déjà, en collaboration avec ce projet-là est déjà au cours, il est soumissionné déjà la semaine passée. Pour la création d'une pépinière en collaboration avec les programmes de l'ADAS, de l'Agence de développement social. L'ADS alors, oui. L'ADS, exactement. Oui. Et tout ça, c'est pour tout un dossier technique pour la création de cette pépinière par le besoin local de sources de production et d'apprentissage dans le secteur de jardinage, du paysagiste et des arbres en général. Surtout que la culture commence à s'instaurer. Déjà, exactement ça. C'est d'une façon officielle ça. Oui. Or, il y a d'autres activités de travail de bénévolat, des opérations de boisonnement. Alors, je vais citer deux, justement, déjà dernièrement, que j'ai vu sur votre site, sur votre page Facebook, le reboisement au niveau de Kenadza, avec les 500 arbres. oui. Et il y a aussi le projet de Gatch Billet. Donc, il y a deux projets quand même assez importants dans le reboisement, dont vous êtes impliqué en tant qu'association et... Exactement. Présentement, déjà, nous avons achevé la première opération qui était chapeautée par le Conseil supérieur des jeunes en collaboration avec le bureau de l'UNICEF en Algérie ici, pour un projet d'implantation, tout d'abord de formation et d'implantation dans le cadre de la conservation de l'environnement. D'ailleurs, 50 développement. jeunes ont été formés à l'ODEJ. Exactement. Oui. Et en deuxième étape, on était allé au complexe de l'environnement, à l'entrée de la ville d'Ornatza. On a fait toute une opération déjà organisée et par les conseillers, des spécialistes comme des ingénieurs en agriculture et pour la création du pépinière. On a implanté presque 500 et quelques arbres. Était organisé déjà par l'implication et la participation des autorités locales au niveau de la conservation de des la ville de forêts. Kinadza surtout. Mais Oui. pourquoi ce choix d'ailleurs? Pourquoi Kinadza? Oui. Kinadza, c'est déjà peut-être notre association à offrir un espace déjà favorable pour la réussite de l'opération de boisonnement. C'est très important. Donc vous avez sensibilisé, vous avez mené des campagnes auparavant qui fait que voilà, l'implication de la population, elle est là. Oui, tout un travail, des efforts très très importants étaient déjà auparavant étaient déjà réalisés avant d'entamer l'étape de l'opération de boisonnement. Oui. Mais il y avait des efforts et
et des efforts qui ont été Mener justement menés dans ce justement. sens. Et puis, il y a aussi pas mal de membres de l'association qui sont originaires de Kinshasa, il faut le dire. Exactement, et l'encadrement par les autorités et aussi par l'accompagnement les aussi. institutions publiques, par exemple la conservation de forêts, la direction de l'agriculture de la wilaya de Béchar, et aussi les autorités locales, par exemple comme la commune de Renatsa aussi. Et aussi, quels sont les facteurs pour connaître ça? Parce que les facteurs de la réussite de l'opération de boisonnement, la source d'eau est déjà existante. Tout l'enchaînement, c'est-à-dire la source d'eau, est déjà existant sur site. L'implantation, l'alignement, on a presque essayé Justement, de faire le le plus dur, maximum c'est l'arrosage pour, et l'irrigation, parce que implanter, c'est exactement. facile, mais pour maintenir par la suite, c'est là le défi. Oui, on a commencé déjà par la question de forage et après la bien. question de système d'irrigation à goutte qui est représenté par un système économique pour l'économie de l'eau aussi et la gestion raisonnable de l'eau. Et aussi pour l'autre initiative pour le Rajbilat, Béchar Rajbilat, c'est une initiation qui était toujours chapeautée par le Conseil supérieur des jeunes. Pour l'implantation de la ligne ferroviaire qui relie Béchar à Tindouf, exactement, et par des tranchants. Alors, déjà des par la tranchants, au nécessité. niveau déjà, quand on avait parlé des coulisses, vous m'avez dit par c'est les gares, par exemple. à proximité des gares. Exactement, la Donc, c'est des nécessité endroits bien de ciblés. l'ambre. Et après, peut-être au bout d'une période ou bien au bout des années, on peut arriver juste à réussir ce projet-là, Inch'Allah. qui reflète l'importance et le soutien déjà de l'État par ces projets et des initiations de verdure ou du boisonnement ou bien de ce qu'on appelle de la végétation surtout massive. Mais Alors, on sait que déjà le climat, il est aride et dur. Alors, est-ce que votre choix s'est focalisé sur un type d'arbre bien particulier et pourquoi ce choix? Oui, bien sûr. Il y avait déjà des facteurs pour le choix des paramètres pour le choix de l'arbre adéquat, idéal pour ce projet-là. Et il y a pas mal de variétés, en citant par exemple l'arganier, les brise-vents, les lacacias aussi. Tout ça sont des variétés qui sont déconseillées par des spécialistes aussi. Et le reste conseillé, bien sûr, voilà. conseillé par les services spécialisés. Et aussi, il nous reste seulement la deuxième partie, la très importante, c'est que la continuité après, c'est vrai, il y aura des difficultés pour savoir exactement quelle solution mener pour garantir l'irrigation, pour garantir l'irrigation de ces arbres. Apparemment, il y a des propositions pour la création de certaines solutions environnementales, écologiques aussi, par la création des petits forages avec une alimentation solaire, des panneaux solaires pour l'alimentation, pour faire remonter l'eau et aussi de faire ce qu'on appelle un système d'irrigation qui peut garantir la réussite de poussée de ces arbres. Alors justement, votre projet se focalise sur l'implication des énergies renouvelables dans la gestion des terres par les jeunes. Bien sûr, c'est le projet que j'ai lu ça sur votre page Oui, bien Facebook. sûr, parce que c'est comment on dit ça, on n'a pas le choix. Oui. Parfois, on n'a pas le choix, mais c'est la meilleure solution pour garantir l'irrigation des plantes hors l'espace urbain par l'utilisation des énergies renouvelables qui fait vraiment la solution idéale, écologique, environnementale dans ce sens-là. Alors justement, comme votre nom l'indique, Association Printemps de l'environnement, c'est pas forcément l'implantation et la plantation d'arbres, mais c'est aussi préserver cet environnement de tout danger. Alors quand on est en pleine période touristique et qu'il y a un afflux important sur la région, notamment sur Territ,
quel est votre rôle comme société civile pour la préservation de l'environnement de manière générale? Alors sur deux plans. De un, le préparer aux touristes et puis le préserver aussi du touriste. Oui, bien sûr. Sur le plan touriste, déjà, c'est très important de faire découvrir notre pays à travers des périodes de festivals comme celle-ci. Et aussi, côté de l'environnement, on est obligé de faire la sensibilisation en tant que société civile déjà par des programmes de sensibilisation, soit avec le citoyen directement, ou bien avec les autorités par la création soit des systèmes de gestion des poubelles, par exemple, Oui. gestion des déchets pour cette période festivale aussi. Et, La préservation des palmeraies et des incendies aussi. exactement, parce Comme on que voit des images là sur l'écran qui nous montrent justement plusieurs catastrophes qui pourraient être engendrées à partir d'un simple feu de pique-nique, de camping. Et voilà, c'est dévastateur pour la nature. Tout à fait. Tout un système après pour le système particulier des oasis. C'est très important. C'est un système déjà génial pour le découvrir, pour déjà le représenter comme une matière de tourisme. Mais déjà, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien maintenu, qu'il soit à l'état brut, qu'il n'y ait pas de pollution visuelle. Mais par la suite aussi, il faut que les visiteurs soient sensibilisés sur l'importance d'éviter de faire ou de laisser des feux allumés après, de ne pas laisser les déchets derrière, de concevoir des endroits justement pour mettre les déchets, que ce soit l'implication de l'APC ou je ne sais pas, des agences ou... Tout à fait, tout à fait. C'est pour la question, toujours s'articuler sur la question de sensibilisation et de l'implication de l'action de citoyens. Parce que tout le monde sait que le devoir, c'est partagé pour tout le monde, soit comme il faut l'implication de tout et chacun de nous. Pour la société. Et la plus grande partie, c'est pour la sensibilisation de la société et qu'elle soit à la hauteur c'est-à-dire pour donner une image brillante sur notre tourisme local déjà, et aussi pour déjà, c'est-à-dire montrer ou bien démontrer les capacités, le potentiel touristique de ça. Tout cela toujours accompagné normalement par des programmes. Un pré-programme déjà de prévenir la saison de festival, c'est-à-dire la capacité des visiteurs, oui. tout un plan parfois on est appelé à recevoir un peu plus que les capacités. Exactement, c'est un plan exceptionnel pour le nombre accueilli par la ville de Tarit comme la ville de Renatsa aussi. C'est le même chemin, c'est le même circuit, mais en particulier peut-être les oasis, ça manque un petit peu une révision. Un plan de révision peut-être au niveau ça commence de la société jusqu'à les autorités pour voir quels sont les aménagements qu'il faut quelles sont les implications, quels sont les devoirs pour le citoyen, la société, les visiteurs. Et alors justement, en tant plan qu'association et société civile, avez-vous été impliqué justement à la préservation de cet espace, que ce soit à Territoire, à Kenadza ou même au sort du Nord? Est-ce qu'il y a des programmes envisagés? Et puis, dans l'avenir, est-ce que vous avez un programme défini? Oui, Parce bien qu'il sûr. ne reste pas beaucoup pour le plateau. Oui, bien sûr. Moins de 2 minutes. Il y a un plan déjà mis en place. Ce qu'on est mis en place par la collaboration des pré-programmes qui ont été déjà précédemment, qui ont déjà préparés à l'avance pour l'accueillir et pour la gestion et pour un plan pour la multiplication, par exemple pour les camions de ramassage de déchets, tout ça. Et de renforcement et de mettre des poubelles encore plus pour faciliter aux visiteurs de le mettre de trouver l'endroit déjà. Et aussi pour la sensibilisation à travers les médias sur tout ça, parce qu'il y a des films de sensibilisation, de projection pour passer le message par médias. Et c'est je pense que c'est le meilleur moyen, efficace, parce qu'il y a plus grande visibilité et division
par les sites. Et l'implication des réseaux sociaux aussi. Exactement, bien sûr. Je parle déjà sur ça. Sur des films qui sont déjà partagés sur les réseaux sociaux parce que les jeunes, c'est déjà, et les visiteurs en général, les familles, toute la communauté, Ils sont très elle suit branchés. toujours, exactement, tout le temps les réseaux sociaux. Alors à travers le média aussi, à travers la communication et sur le plan réel au moment de l'action déjà, c'est-à-dire maintenant. Ah ben, souvent, le lendemain justement du réveillon, la nuit du 31 au 1er, on retrouve des associations, le Croissant Rouge. Il y a pas mal de parties qui sont impliquées justement dans le nettoyage et la préservation. Oui, le tout à fait, lendemain. bien sûr. Est-ce que vous en faites partie pour cette Oui, année? bien sûr. On y fait partie de ça pour ce plan de gestion et de participation en tant que société civile pour contribuer à Préserver, à préserver et protéger. donner l'image importante meilleure entre image. l'environnement et le tourisme. Abdelhak Barkani, je vous remercie pour toutes ces informations. Nous avons été Merci. honorés de vous recevoir ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. أنا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب أدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب أدبح بالسيوف شفار كنا حيين انا وصحابي نكسر وحين جات حكمت علينا بالممات ما بقى الموات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نكسر حين جات حكمت علينا بالممات ما بقى الموات ما يهضروا الله الانسان يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب يذبح بالسيوف شفارو غير منه القمر ما نمشي لريال من منه غارو ونبهاه غير منه القمر عاو ما نمشي لريال من منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو ولا لسانه يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا لسانه الخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
Belle chanson du groupe Caméléon que j'adore, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale sur votre émission Bonjour d'Algérie. Nous arrivons à notre troisième plateau et nous recevrons notre prochaine invitée juste après ce jingle. Et dans notre rubrique Agenda culturel, nous allons recevoir une jeune écrivaine. Une nouvelle parution enrichit la scène intellectuelle et culturelle. Un intérêt précoce pour la psyché humaine. Son premier ouvrage vient de voir le jour alors qu'elle n'est encore qu'élève au lycée. Permettez-moi de vous présenter Khawla Hachoum. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ah ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir honoré notre plateau. Ça fait plaisir de voir une aussi jeune fille qui entame l'écriture alors qu'elle est encore très très jeune. Alors avec un ouvrage qui s'appelle Dahaliz fi ilm al-nafs. Déjà le choix. Je vais parler de l'œuvre juste après, mais avant j'aimerais bien connaître Khawla en dehors. بعيدا على الكتابة شكون هي خولة؟ هشوم خولة هي كاتبة كتاب دهاليز علم النفس. كتاب دهاليز علم النفس. قبل ما نحكي على الكتاب انا باغي نعرف خولة الانسانه. خولة اللي تقرا في الليسي كيفاش لقات الوقت باش تكتب، كيفاش قدرت توفق ما بين حياتها الشخصيه وما بين عملها وشغفها بالادب، كيفاش راكي عايشه حياتك، كيفاش بديتي الكتابه اول مره قبل ما نبدا على الكتاب؟ اول مره بديت كي كان عندي 6 سنين، يعني كنت غير نكتب كنتي عاقله اول حاجه كتبتيها؟ مخاطر تعبيات صار لي كشعفسه كيما هاك نحكيها، ويعني راكي تعرفي. ومن بعد كيف ما نعرفوا في الجائحه نتاع كورونا في 2019، يعني كان داك المومون صعيب علينا كامل مع الحجر الصحي. ما قلت بوركوا با يعني ما نهضرش على بسيكولوجي، على علم النفس البشريه. وكانت مده هذيك مده صعيبه، كاع فتنا فيها، كانت مده صعيبه. كانت العزله وكانت ثاني داك الكالم وكاع. من بعد كاين بداو يبانوا لي واحد كيما في لا ليكتور، واحد لي زيدي، واحد لي سونتيمون. اي قلت انغاجي في الوغ ديجا خولة قبل ما تكتب كانت تقرا سي سيغ، باسكو ما نقدروش اون بو با سانسبيري في علم النفس وفي ان دومين اوسي، باسكو جينيرالمون لي جون ما يروحوش لعلم النفس. صح. باش الاختيار هذا الجائحه تاع كورونا هي اللي خلاتك بالك vous avez remarqué quelque chose هكذا دو بارتيكولير، ولا ان كومبورتمون، ولا حاجه اللي اثرت عليك انت، ولا اثرت على كاش واحد في لونتوراج؟ شفت انه في هذيك المده كيكون كيف ما قلت لك انه يكون الحجر الصحي، نكونوا غير في الدار، راح يكون ضغط، راح يكون قلق، ستريس، تبغي تخرج، يعني راح يتبدل الروتين تاعنا. هذيك الحاجه اللي نفسك ولا من لونتوراج تاعك؟ كيفاش قلعت الفكره؟ يعني كنت في ديك الفتره يعني انا انسانه بروحي ما نبغيش نخرج. في هذيك الفتره كيما نقولوا قلت علاه ما نكتبش على الناس اللي راح يكونوا في هذا المومون، باينه راح يكون عندهم لا بريسيو كاع. بديت نكتبها. دونك دهاليز في علم النفس سي فوتر بروميير اوفراج، دونك راح خرج للعلن منذ شهرين ولا ميم با. ديجا بديتي تنشهري في المنطقه كاصغر كاتبه puis jeune auteur في l'entourage تاعك. on fait appel à Khawla في l'université, fait des débats. La semaine dernière كانت la signature تاع l'œuvre تاعك، il y avait une séance de signature. alors كيفاش راكي تتعاملي مع هذه الشهرة الجديدة في l'entourage تاعك، وشكون الداعم الأول ليك؟ هل هي العائلة ولا المدرسة ولا كان شخص؟ أول حاجة نهضر على الداعمة الأولى تاعي هي ماما. يعطيها الصحة يطول في عمرها. آمين إن شاء الله. هي اللي كيما نقولوا السند نتاعي، هي اللي توقف معايا وين نروح، تكون هي يعني كيما نقولوا كل شيء ماما. جست تعرف لي زيماج فيسبوك دائما واقفه حداك، ودايوغ فو لي ريسومبلي تتشابهوا بزاف، دونك جي ريكوني تو سويت كو سيتي لا مامان. ربي يطول في عمرها ان شاء الله. الوغ هي دعماتك في الكتابه ولا دعماتك في اختيار الموضوع، ولا برك مراكم في الخرجات؟ هي اول خطره كي بديت نكتب قالت لي كملي، على بالي بلي راه عندك شغف ملي كنت صغيره، باسكو ماما كي كانت تروح توجو نقول لها ماما جيبي لي معاك دفتر ملاحظات، دائما نقولها كيما هكاك. وماما توجور تجيبها لي، ماما توجور تقعد عند هذيك علاه توجور راهي دوموندي لي الدفتر، ويعني ما يكون فيه كاين صفاحي وكاع، بصح انا توجور ندوموندي، كنت نكتب نشوف واش كاين. وكاين حاجه وحده اللي غادي توجور نقعد نقولها، هي من كنت ندير لا نوت نتاعي شويه كيما نقولوا 9 هكذا 8 كتهود لا نوت نتاعي، نكتب ليها امي احبك احبك كثير واسمحي لي. دونك تدري منها ديريكتومون بار ليكري. دونك ا كيل مومون قلتي باللي خاصني نقلع من الكتابات الشخصيه للعلن وندير بوبليكاسيون ونكتب للناس؟ في كورونا.
كان عندي 13 سنه تماك بديت قررتي انك راح تكتبي للناس، ما قلتيش بلي نكتبها غير ليا بيني وبين روحي، قلتي لا، لها طبعا. قررت اني نكتب للناس، وقلت لك زادت ماما انا دعمتني، يعني قالت لي يعني مأمنه بك ومأمنه بالرساله اللي راكي راح توصليها، غير كملي راح نوقف معاك لاخر دقيقه. 13 سنه بديتي تخمي في التاليف وفي النشر، يعطيك الصحه. الوغ نروحوا للموضوع نتاع الكتاب نتاعك، واش هو موضوعه؟ دهاليز ديجا كي نسمعوا دهاليز نشوفوا بلي حاجه ابستراكت اللي ممكن مظلمه، فيها مسالك، فيها حاجه أبواب. مبهمه. وفي علم النفس سورتو انه كل واحد وشخصيته، كاين الروح، كاين تختلف من واحد لواحد، والضغوطات النفسيه من واحد لواحد. كيفاش كان تحليلك؟ وانا شفت ايضا انه كاين واحد البوبليكاسيون شتك درتيها اللي تشكري فيها شخص عاونك من بعيد، انك عطيتي له التحليلات النفسيه اللي كنتي ديريهم في الكتابات، هو كان يوجهك، وهو دكتور نظن في علم النفس. دكتور في علم النفس. بالنسبه للعنوان، كيف ما نعرفوا انه داخل كل نفس بشريه كامل عندنا خبايا. خيرت هذا العنوان لانه جاي شويه كيما نقولوا غامق، جاي كيما نقولوا غامق، غامض، يثير تساؤلات. يثير تساؤلات. وانا توجور كيما نقولوا يسيي زعما كيما نقولوا الحاجه اللي تخلي القارئ انه ينجذب ليها، اللي تخلي اتراكتيف. سي لو بيت في كل عنوان واحد يحاول انه يدير حاجه اللي كي اتير لاتونسيون جوستومون. الوغ لما تكتبي، وعلاش لو شوا؟ اسكو يا اون كاتيجوري بريسيز اللي تكتبي لهم؟ اسكو سي دي جون كون توا، ولا كتكتبي للناس دو مانيير جينيرال؟ هي راني نكتب جينيرال، اما طور راني نكتب لي مالاد، وي. وهادو صحاب اللي تخصص في علم النفس. الوغ في الحكايات اللي تناولتيها، كاين قصص اللي تاخذيهم كعبره، كاين نصائح اللي تعطيهم بطريقه غير مباشره، والاهم انه الناس تعترف بوجود الم ولا مرض، وانه الاستشاره الطبيه في النفسيه ماهيش عيب. هذا نظن اكبر رساله توجهيها من خلال الكتاب تاعك. وكذلك اني بغيت نكتب في علم النفس باش نبدل وجهة النظر للناس، كيف ما راهم يشوفوا انه يبان لهم من علم النفس ولا نمشوا عند بسيكولوج حاجه عيب ولا طايحه ولا ماشي مليحه، ولا يقول لك تقول له روح عند بسيكولوج يقول لك انا مانيش مريض. مانيش مريض. فقلت وكانه اتهام بالجنون، انه مجرد تقول واحد باللي رحت لعند بسيكولوج ولا كنت عند بسيكولوج انه يتهمك بقله العقل ولا بالجنون. نحس راح تطيح منه. دونك هذه الحاجه ممكن اللي اثرتيها في النقاش نتاعك وفي تداولك وفي تناولك لهذا الموضوع. واش تقدري تقولي لنا كمقاطع؟ قلتي لي قبيله عندك مقطع حابه. المقطع اللي بغيت نقوله يعني هو يمكن اني يعني هو صراحه كاع الامراض اللي كتبتهم كانوا جزء مني، لكن اكثر فصل كتبته هو كي بديت اني نخاطب القارئ، باسكو على بالي كيفاش راح يكون وكيفاش راح يحس بديك الدقيقه. عزيزي القارئ، ربما تجلس وحيدا الآن وتتساءل كيف صارت حياتك بهذه الطريقة، ومن المحتمل أنك تتساءل كيف وصلت إلى هنا. حسنا، قد لا أعرف إجابات عن هذه الأسئلة، لكنني أعرف أنك مررت بكل تأكيد بالكثير من المواقف الصعبة، لدرجة أنه لا داعي لأن تشعر بالأسف حاليا. يعني هي مازال كاين، معطيتكم غير مقطع انك تتحدثي مباشره مع القارئ نتاعك، وانك تحسيه بانك فاهماته، بانك احداه، وباش تنصحيه وباش ترافقيه. شفت ايضا انه كانوا ناداولك في الجامعه في نادي اعلامي ثقافي لمدرسه الاساتذه اللي كنت احتكيتي بهم، وكان فيه نقاش وحوار متبادل. ايضا في منتدى الكتاب اللي كنت استضفوك فيه، وكان نقاش ثاني يعني كيفاش نقولوا ثري وشيق مع الحضور اللي كانوا من مختلف المشارب. واش تقدري تقولي لنا على هذه اللقاءات؟ كيفاش راكي وكثر عليك طلب دغنيغمون باسكو ما بين جماعه الشباب والثقافه والجامعه راكي سوليسيتي، كيفاش راكي توفقي؟ وعلى بالي بانك في سنه البكالوريا. طبعا ماشي حاجه سهله. ماشي حاجه سهله، مي كيما نقولوا الام تاعي راهي تعاوني اني باش نوفق بين هذه وهذه، باش نختلط معاهم. يعني كيما نقولوا ما كاش يعني كاينه حاجه اللي ما لازم نعرفوها، هي نفهموا ذاتنا، لازم نتعرفوا على ذاتنا. وهذه الحاجه دائما اللي نسي نفهمها له، باللي لازمكم تفهموا ذاتكم. كنهضروا على اليه التفكير، كيفاش نحافظوا على صحتنا النفسيه، والحاجه اللي كنأكد عليها هي فهم الذات. يعني كي نفهموا الذات راح تبان لنا بزاف صوالح. حتى انك اقترحتي عليهم بعض الالعاب النفسيه في ختام اللقاء وفي لافان تاع لو ديبا، وين قلتي لهم سيو هذه وشوفوا هذه شغل باش تعرفوا يفهموا رواحهم. قلت لهم كل واحد يكتب لي، عطيتهم دوك تاع لي نوت، كل واحد يكتب لي فكره مشوهه على روحه، ونسيو نعالجوها مع بعضنا. يعني
صراحة كان يعني بدلت لهم شوية الجو كيما هاك تعديتي حدود الولاية ورحتي شاركتي في الصالون الوطني للكتاب في العاصمة. كيفاش كانت المشاركة هذه؟ كيفاش تقيمي مشاركتك الأولى؟ مشاركتي الأولى كانت مشاركة ما شاء الله، يعني كان يعني طلب كتير على الكتاب، يعني خاصة على دهاليز علم النفس، كاين الناس بزاف تهتم به. فالتشجيع نتاعهم، المشاركة، التفاعل نتاعو خلاني اني نزيد ندير اصدارات جديدة اللي بالك راح تكون اقوى من كتاب دهاليز في علم النفس. هل بديتي التفكير في الإصدار الموالي؟ صراحة بالنسبة للإصدار قبل ما يخرج دهاليز النفس يعني كنتي ديجا بروغرامي باش واحد يعطيك الصحة. الوغ نجمو ندو ان بوتيت ابيرسي سكوب هكذا على الموضوع، ولا اسكو غادي تبقاي دائما في علم النفس؟ اسكو غادي تبدلي الوجهة؟ اسكو مش عارف، اعطينا ان بوتيت ابيرسي. علم النفس راح نقعدوا شويه في علم النفس، لكن راح نهضر على حاجة كما نقولوا اللي طغينا شوية فيها، اللي لازمنا نبدلوها شوية، يعني راح يكون فيها شوية غموض. راح نقعدوا في التأمل النفسي. وش هي الحاجة هذه؟ قولي لي. تحرقي عليه الأحداث. معليش ندو غير الموضوع، ومن بعد بيان سور الكتاب راح يكون فيه راح بزاف تكون مقاطع. نعطيك غير ابيرسي معليش. راح يكون فيها رموز وحوايج غامضين بزاف. كيفاش نفكوا هاد الرموز؟ هذا هذه هي الرموز القصة. كي راح يقراوها. هذه هي القصة. يعطيك الصحة. حاليا هل راكي متفرغة للكتابة، ولا راكي راح تحطي الأولوية للدراسة، ولا كيفاش راح تجيري؟ سورتو أنه ما باقيش بزاف على شهادة البكالوريا. حاليا أنا نخمم من نتفرغ للدراسة، ومن بعد إن شاء الله من راح نكمل القراية راح نحط كامل وقتي في الكتابة. ان شاء الله بالتوفيق. هل شاء كاين ناس الله. الهمتيهم في المحيط نتاعك؟ وحنا نعرفوا بلي كاين شباب بزاف اللي عندهم مواهب في شتى الميادين، بصح دائما يخافوا من الخطوه الاولى. انت قلتي لي انه في سن 13 سنه ديجا كنتي عارفه بلي راكي حابه فو فوليي بوبليي جوستومون. الوغ كيفاش تكوني ملهمه لهاد الشباب، ولا واش نصيحتك ليهم؟ ما نعرفوا انه في ذاك السن ما تنجمش كيما نقولوا توقف غير على روحك. اذا ما كانش عندك الدعم من لي بارون تاعك ما راحش تنجم توقف، خاصه اذا نقولوا ما كانش عنده دعم مادي، هذه اصعب حاجه. فبالنسبه لي انا شفت بزاف اللي باغيين يكتبوا، وقلت لهم يعني باش نجم نعاونكم اني راح ندير البوسيبل نتاعي، باسكو انا تاني كنت كيفكم، مي انا لقيت ماما عاونتني، بالك نتوما يعني ما كانش اللي يدعمكم. فبغيت نقول هنايا مادام جات الفرصه، أنا بغيت نقول للوالدين هما دعموا ولادكم، وقفوا معاهم، بالك هذيك الموهبة اللي راها عنده هو راح باغي يوصل بها بعيد، شجعوهم والباقي على ربي سبحانه. سورتو كو ماشي كامل لي دومين فيهم بوبليكاسيون. كاين الناس اللي عندها ممكن رسم، عندها لوحات راهي مخبيه في الدار، خايفين يظهروها للعلن. كاين الناس اللي عندها مواهب في التمثيل ودائما خايفين من الخطوه الاولى، ممكن لصغار السن، ممكن لتخوف من تقبل الجمهور. ممكن تكوني ملهمه لهاد الناس انه في سن مبكره عرفتي واش راكي حابه وسعيتي ورا الحلم تاعك وما فقدتيش الامل حتى وصلتي. هي كيما قلت لك بقات على العزيمه والاراده. كي تكون اول شيء هو العزيمه والاراده، العزيمه والمثابره ايضا. صح. اول حاجه هي كي نكونوا في البدايه ما لازمكش تشوف من موراك، لانه اذا اشتغل من موراك راح يروح لك كلش. فخاصه المرحله الاولى هي لازمنا نزيروا روحنا فيها، كما نقولوا يعني باش توصل وين راك باغا. بالنسبه لي انايا كاين انتقادات، يعني انتقادات بصح ما ياثروش فيا، لازم ما نتاثرش بهم، بالعكس انا بالنسبه لي دوك الانتقادات نبني بهم روحي. اكزاكتومون. كاين النقد اللي يكون بناء، ماشي دائما النقد يكون هدام، وكاين بعض الملاحظات اللي ممكن واحد يحسن بهم المستوى نتاعه. اكيد مازال كي صغيره، الدنيا قدامك، مازال عندك اكسبيريونس وحوايج راح تتعلميهم من هذا الباساج نتاعك. هذه كانت اول محاوله ليك، ان شاء الله الجاي يكون اكثر ان شاء الله. يعني لي فولورز تاعك هل زادوا من بعد لا بوبليكاسيون؟ هل عندك فيدباك؟ كاين دي جون اللي تعرفتي عليهم من بعد الاصدار؟ كاين يعني اللي تعرفت على بزاف ناس. كانت التعليقات نتاعهم هي زعما بغينا حتى حنا نكتبوا، عجبتني البيرسوناليتي تاعك، يعني دري لنا ورشات كيما هاك، تهضري لنا على النفس الهمتي الكثيرين. هذه اللي كنت نحكي لك عليها، قلت لك بلي كاين دي جون اللي كيشوفوك هاكي راح يكونوا يشوفوك فيك الملهمه نتاعهم، محفزه، ممكن مشجعه، وقلت لي حتى فورماتريس راح يستناو منك ورشات، وهذا هو اللي نصبوا اليه. سورتو الاطفال الصغار، كاين الناس اللي مازال كيما قلت لك بديتي صغير على 6 بديتي تكتبي، كاين ان بوتونسيال في الشباب نتاعنا اللي نقدروا نطوروه ونقدروا نروحوا به بعيد. كلمتك الاخيره؟ كلمتي الاخيره هي على بالي بلي النصيحه كيما نقولوا تختلف من شخص الى اخر على حسب واش رانا نديروا، مي امنوا بروحكم، وكما قلت لكم قبل العزيمه والاراده هي تنجم دير كلش. اكيد. وان شاء الله كامل يعني خصنا
ولاد ولايتنا حتى هما يبانوا، خصنا نبينوا ولايتنا وان شاء الله نروحوا بعيد وربي يوفق ان شاء الله كل ان واحد. شاء الله. انا عندي سؤال يعني يا كيك شوز كي مانتريغ، كيفاش تقبلوك الجمهور رغم صغر سنك؟ يعني هل تلاقيتي، احنا عندنا توندونس نحقروا مراه، عندنا واحده توندونس دي فوا نحقروا الصغير، كيفاش كان اسكو الكتاب نتاعك رفع المقام نتاعك وتعاملوا معك ككاتبه كاي وحده، ولا انه السن كان ممكن عندها خصوصيه؟ صراحة تعاملوا معايا يعني كان تعامل ما شاء الله، لكن السن عنده دور كبير. يعني كي تكوني أصغر كاتبة في ولايتك راح يكون عليك الطلب بزاف وراح اكيد. كيفاش كتبتي، خاصة أنه أنت هذا العام عندك الباك، يعني كيفاش تكتبي علم النفس نورمالمون تقراي في الجامعة. بالنسبة لي أنا ديك 7 سنين قريتها في الدار، يعني بحث سورتو الدومين تاع علم النفس، انه ما اخترتيش ميدان ساهر ولكن يعني خيرت علم النفس وزدت ديك 7 سنين كنت نقراها في الدار، ومع نسقسي الأستاذ كنت نبعث له تحليل تشخيصات، هو كان يزيدني هكذا معلومات وتوجيهات. يعطيك الصحة خولة، نتمنى لك كل التوفيق في المشوار تاعك الذي هو ليس إلا في البداية نتاعه. إن شاء الله إصدارات جديدة ونستقبلك ونستضيفك إن شاء الله مستقبلا. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je remercie mon invité. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
Et voilà, c'était Milouda Khacheb, groupe saharien. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre quatrième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Keriti Brahim. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ah ben, le plaisir est pour nous. Justement, nous allons parler de la santé mentale chez les adolescents. Oui. Un sujet très, très important. Alors, pourquoi cette santé mentale représente-t-elle un enjeu important de nos jours? Toujours, premièrement, bonsoir à tout le monde. C'est toujours le sujet de l'adolescence, c'est un sujet très sensible à traiter vu l'impact que sont nos enfants. Donc, par définition, l'adolescence, c'est le passage de l'âge enfance à l'âge adulte et qui est caractérisé par des troubles, par des transformations psychiques et biologiques chez l'enfant. Oui. Et généralement, ça génère des idées, c'est-à-dire des questions qui se posent. Un questionnement profond. L'enfant se questionne sur son identité, son placement dans la société. Il y a d'autres. Et c'est la période où les parents affrontent un nouveau enfant. Un enfant qu'ils ne reconnaissent plus parce que, vu l'ignorance des parents, comment traiter leur enfant dans cette période, parce qu'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de formation qui soit adéquate au développement des enfants à cet âge qui est très sensible, très critique plutôt, parce que vu le diagnostic, le constat qui est aujourd'hui, c'est-à-dire le tendance vers le suicide, qui est le suicide. Les fugues. Alors, je vais poser une question directe. La drogue, l'affrontement de la sexualité, il y a pas mal de facteurs. Et tout ça, c'est un impact et les résultats de l'ignorance des parents. Comment communiquer avec un enfant dans cette période qui est critique? Oui. Alors, justement, peut-on dire que l'adolescent d'aujourd'hui, de l'ère numérique, a plus de problèmes ou de... Bien sûr. Qu'avant, parce qu'auparavant, on avait des enfants qui se côtoyaient, il n'y avait pas forcément l'ère du numérique, où il n'y avait pas des réseaux sociaux, et il n'y avait pas cette... C'est-à-dire par de comparaison entre une société classique, où il y avait absence d'outils numériques. Aujourd'hui, l'outil numérique, c'est un refus. Un refus des enfants, où ils ont créé tout un monde virtuel pour se réfugier, pour trouver un refuge, mais parfois qui n'est pas forcément refuge. Oui, un refuge à porte ouverte. Ah oui. Parce que ce qu'on appelle, parce qu'il y a... Sans plafond d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une abréviation qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire qui est en français, c'est-à-dire se sentir peur d'avoir se rejeté de la société où il se trouvait refus. C'est-à-dire là, la société que je crée en tant qu'adolescent, une société très très virtuelle et qui est ouverte à toutes les portes qui sont déjà fermées dans la société réelle, c'est-à-dire le retour vers la société réelle, vers les lois, c'est ça qui fait peur à nos enfants. C'est-à-dire ils cherchent davantage à être experts dans leur phobie, à être considérés en tant qu'être humain qui peut faire beaucoup de choses. Et il y a aussi l'adolescence qui ouvre la porte, ce questionnement sur l'identité. C'est-à-dire il y a une rupture entre tout ce qui est principe, tout ce qui est conseil, tout ce qui est dogmatique dans la société classique. C'est-à-dire quand je me mets à la place d'un adolescent, à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire il y a une différence entre les filles et les garçons, parce que les filles sont... plus mûres, à jeune âge. Oui, à jeune âge. Donc, à cette période, un gamin, jusqu'à 25 ans, il n'est pas encore devenu mûr. Mais une fille, à l'âge de 12 ans, elle est consciente de cette transformation qui est biologique et même mentale. Donc, ce qui fait la différence entre une société classique qui est gérée par un héritage comment dire, idéologique bien précis, bien encadré. Donc l'enfant qui se ressuscite, qui veut être, il cherche de l'indépendance, en même temps il est aussi entre
cette besoin. Il veut se démarquer surtout. Mais je vais prendre concrètement un exemple concret. Le besoin d'être indépendant. Pardon, en même temps, et simultanément, le besoin d'être important. D'être important. On a vu au cours de la semaine des tentatives, des suicides carrément. Oui. Et puis il y a des gosses, je vais dire, entre 10 et 13, qui se vantaient d'avoir volé un magasin de portables, d'avoir pris 200 millions. Et publier ça avec fierté sur les réseaux sociaux, inconscient justement de la gravité de la chose. Alors, c'est-à-dire se manifester, c'est un objectif. Oui. Se manifester, quoi qu'il en soit, l'outil. C'est-à-dire être sur le premier plan, être considéré comme quelqu'un qui peut générer des réactions, tout court. Que ce soit positif ou négatif, on s'en fout. Et cela est résultat de non-considération chez soi, dans la société d'origine. Chez moi, je suis mis à l'écart, délaissé. Mais à l'écart, c'est-à-dire il n'y a pas de considération à l'émotion, à ce que je pense, parce que le moment là, l'adolescent, il a cette, comment dire, il peut pas cette envie de s'affirmer. Il ne peut pas exprimer ce qu'il pense. Ça ne veut dire pas qu'il y a absence d'émotion. Il y a de l'émotion, il y a de feels, mais je ne peux pas. Mais ce que je veux à cet âge d'adolescent, je veux que les autres me comprennent sans que j'y réagisse. Et cela qui est pas paradoxal. Qui est paradoxal. Donc les parents qui sont dans l'ancienne école, ils croient que si je couvre mon fils, je lui donne tout. Les jouets, l'accès, les tablettes, les machins, mais c'est pas ça. Ils se comparent entre deux adolescents. Il y a ici un paradoxe entre deux adolescences. Une adolescence qui est avancée, qui est vécue, c'est l'adolescence de l'enfant, et une adolescence nostalgique des parents. C'est pour cela que le domaine de comparaison entre deux adolescences, de mon enfant et de mon adolescence en tant que père, qui n'est pas encore terminée. Donc, comment puis-je investir dans l'émotion de mon fils pour lui faire surpasser cette période qui est critique, cette période qui est moins avantageuse que dans des circonstances différentes. Donc, ce qui offre les moyens de connexion, c'est-à-dire l'Internet, cet espace numérique, qui est un espace très ouvert à toutes les résolutions. À tous les fléaux. Et à toutes les fléaux. Elle donne de la considération c'est-à-dire un enfant adolescent à l'âge de 14 ans qui a une page de Facebook où il a 500 ou même 1000, même qu'ils ne le connaissent pas. Il n'a jamais vu avec eux, mais il y a des j'aime, et des love et des considérations à ce qu'il met. Et parfois, la production dans les réseaux sociaux, elle n'est pas aussi déterminée dans le sens culturel, mais c'est du n'importe quoi. Et c'est pour cela que je te considère dans n'importe quoi, c'est-à-dire pourquoi ne pas être considéré, donc que je peux faire autre chose que... mais nous, quand on compare l'enfant, on le compare à l'essence de son échec à l'école ou à sa réussite. C'est-à-dire le chiffre que je remarque, que je lis dans le bulletin, c'est le chiffre qui va définir... degré d'amour à mon enfant. La valeur, bien sûr, la valeur. Ouais. Et c'est ça qui fait le non exprimé chez l'enfant. Pourquoi j'ai la valeur d'un chiffre que je peux surpasser dans d'autres domaines. Je veux pas, parce que même si je n'ai pas réussi à l'école, ça veut dire que je peux avoir des chances ailleurs. Oui. Et c'est pour ça que faire comprendre aux parents que votre fils ou votre fille, à l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, il a besoin d'être écouté, d'être entendu, même d'être soutenu, quoi qu'il en soit les circonstances. Même le faire responsabiliser, mais l'accompagner, le faire sentir que je suis là, même si tu as commis quelques erreurs ou quelques fautes, même si elles sont fatales, mais il faut être toujours là. C'est ça, cette oscillation de l'enfant entre cette envie d'être libre, mais en même temps, simultanément, je veux que mes parents soient à mes côtés à chaque moment, surtout les moments pénibles, parce que lui, il a des idées abstraites. Il y a une rupture entre ce que vous pensez et ce que... Il ne cherche pas à savoir ce que vous... Il y a même... Monsieur Khaliti, pardon, d'après vous, qu'est-ce qui fragilise le plus les adolescents d'aujourd'hui? Parce que quand on fait la comparaison avec nos grands-parents qui se mariaient à 15 ans, 16 ans, il avait des enfants... je me rappelle, mon grand-père, il avait 6 gosses à l'âge de 24 ans.
il avait fait la guerre et il est tombé en martyr. Alors la différence, elle est vraiment flagrante Parce entre que les deux l'adolescent, générations. ils se sentent délaissés. Quand je pense différemment d'un autre et que l'autre m'oppose, l'autre, il a cet abus de pouvoir sur moi, parce qu'il est mon père ou il est quelqu'un qui a du pouvoir sur moi. Il me dirige avec des... Mais l'ancienne génération aussi, ils avaient des parents qui n'étaient Mais ça vraiment pas diffère. indulgents. Mais l'ancienne génération, il n'y avait qu'une seule source d'éducation. Il y avait la grande société qui est jamais mes parents, mes grands-parents. Mais aujourd'hui, il y a une diversité de sources d'informations. Nos enfants sont éduqués par le YouTube, par le Facebook. C'est-à-dire, l'Osra, la société, l'Osra, la famille, noyau de elle ne la représente société, que 5 ou 6% de sources d'éducation. Et c'est ça qui fait augmenter le sens de comparaison entre ce que je reçois dans les réseaux sociaux et entre ce que j'ai hérité comme consigne, comme principe dans la petite société où je mange. D'ailleurs, les valeurs sont confondues, Bien sûr. on n'a plus les mêmes repères. Alors, je me sens... bien sûr, c'est ça le drame. C'est ça le problème, que les adultes et les adolescents ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, chacun... Mais ce qui laisse les adolescents ne pas se sentir tellement libres, parce que cette oscillation entre la tendance vers une indépendance, en même temps, je veux que mes parents soient à côté de moi, c'est-à-dire, ils me protègent même dans mes dérivations. Même quand j'ai fait quelque chose de mal, mais je ne le sens pas. Je le fais par aventure, cette tendance. Et c'est ça qui indique que l'enfant est dans son état d'âme plus agité. C'est-à-dire il tend vers l'aventure, il tend vers essayer quoi que l'on soit. Tant que quand je fume, quand je me drogue, je me sens... Je m'évade. Je m'évade, mais je me sens, comment dire... Léger, libre. Je me sens... Unique. Unique. Ouais. C'est-à-dire paraître en premier écran. C'est-à-dire comme si l'adolescent veut attirer l'attention de quelqu'un qu'il considère comme un élément de la famille. Le père, il a tendance à travailler, à venir fatigué, il n'a pas le temps de contrôler... de s'occuper de son enfant comme il se doit. De s'occuper sur le plan Émotionnel émotionnel. en premier lieu, oui. Nos filles, pourquoi négliger leurs émotions? Pourquoi négliger leurs tendances vers l'autre? Cet encadrement qui est spontanément, qui est en permanence. On essaie de gérer nos enfants carrément en l'emprisonnant dans notre bienveillance, dans notre contrôle qui est continu. Donc l'enfant, il veut se révolter contre cela en lançant un message. Comprenez-nous, on a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être laissé très indépendant, mais Alors justement, ne vous éloignez pas. Le temps malheureusement ne nous permet pas de nous étaler un peu plus, mais j'aimerais bien savoir comment les parents peuvent-ils détecter un mal-être chez leur enfant sans trop dramatiser, comment ils peuvent prendre en charge. Donc les conseils maintenant sont plus différents parce que les cas sont différents entre un adolescent et un autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter un adolescent de manière générale. Mais ce qui peut alarmer, c'est l'ensemble des signes. Il faut qu'il y ait plusieurs, une confusion entre 3 ou 4 signes qui sont, c'est-à-dire une agitation qui est pas normale, une maltraitance, malnutrition, suraventure, c'est-à-dire s'aventure, voir comment une dégradation sur le niveau scolaire, c'est-à-dire scolaire, vu parce qu'il y a cette importance de communiquer avec le staff pédagogique pour en savoir la conduite de l'enfant à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire il y a une dégradation de santé, il y a cette tendance vers l'agressivité envers lui-même, envers son entourage de manière générale. C'est ça qui fait déclencher une alarme, mais surtout il faut être très, très tranquille et surtout demander la conciliation d'un expert dans le domaine. Il ne faut pas réagir tout seul parce que vous pouvez
pouvait chambouler tout un ouais, foyer. orienter Alors justement, vers un on sens est très en négatif. période de résultats, juste en période de vacances, c'est la première semaine. Comment agir face à son enfant après une baisse ou de mauvais résultats? Et puis comment profiter des vacances pour qu'il se repose et non pas pour Bien en sûr, faire une punition. quel qu'en soit le résultat, est-ce que ce soit négatif ou positif, il faut traiter votre enfant en tant qu'un enfant qui veut s'éduquer, qui veut savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il a eu Échoué un quelque 19 part. ou il a eu un 0 que ça sent une différence. C'est mon fils et c'est ma fille, et je l'aime et je l'aime autant que même s'il a un 0, même s'il est expulsé de l'école. Je suis là pour l'accompagner, pour qu'il sache penser et prendre des décisions à l'avenir, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous remercie, M. Keliti, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous étions avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Bien évidemment, les invités qui ont honoré de leur présence notre plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie et surtout, soyez prudents sur les routes. Au revoir et bonne journée.